Bienvenue à tous, merci d'être si nombreux par ce jour de pluie et de presque d'hiver pour nous rejoindre, pour accueillir Daniel Deroulet autour d'un très beau livre qui va nous faire voyager en Suisse, dans l'espace, dans le temps, dans la géographie intime de Daniel Deroulet, la Suisse de travers. Alors notre rencontre va durer à peu près 1 heure, et ensuite, si vous êtes d'accord, si vous avez envie de réagir, de poser des questions, il y aura un autre espace avec possibilité d'intervenir pour vous aussi. C'est pas évident de présenter votre œuvre, votre travail. Il est vaste, c'est une œuvre riche, variée, mais très cohérente. Alors je distinguerai comme boussole, comme repère pour notre traversée d'aujourd'hui, peut-être 4 pôles ou 4 axes. Il y a la veine romanesque, avec notamment cette entreprise colossale, 10 romans ou un seul roman fleuve, une saga publiée sur plus de 20 ans, qui emmène le lecteur d'Hiroshima à Fukushima. C'est la simulation humaine, une épopée sur l'énergie nucléaire. Parmi les titres publiés, Tu n'as rien vu à Fukushima, chez Buchet-Chastel, chez le même éditeur, Fusion. On peut en découvrir une visite de cette œuvre saga sur votre site internet via une application, et je vous recommande le voyage. Il y a aussi le pôle polémiste, l'homme engagé, l'objecteur de conscience, l'incendiaire. Vous racontiez dans Un dimanche à la montagne, publié en 2006, comment le 5 janvier 1975, vous aviez incendié le chalet de l'éditeur Axel Springer au-dessus de Rougemont. C'est un homme donc dangereux que nous recevons, un agitateur qui était fiché par Berne entre 1964 et 1981. Vous en avez parlé également dans un livre. C'est Little Brother, c'est un nom incroyable, qui était un nom de plume anonyme. Vous avez publié, par exemple, en 1981, sous ce nom de plume, un livre sur les dangers de l'informatique. Vous en savez quelque chose, puisque vous êtes informaticien, en plus d'être architecte. Alors, il paraît également que la police fédérale détenait une photographie où l'on vous voit aux côtés de Sartre, qui m'intéresse, mais on en parlera, c'est une autre affaire. Il y a l'axe aussi audelérien, l'amoureux de Ferdinand Hodler. Je pense à nous de Ferdinand, c'était en 1991, ou plus récemment, Quand vos nuits se morcellent, chez Zoé, où vous mettiez en avant Valentine, grand amour d'Hodler, et où vous parliez de cette série extraordinaire du peintre. Alors, on n'est pas dans la peinture patriotique, on n'est pas dans la peinture de paysage, même si ça devient comme un paysage. C'est l'agonie de Valentine, grand amour d'Hodler, qu'il a peint presque jour après jour, et vous avez écrit une sorte de lettre à Ferdinand Hodler dans ce très beau livre. Et puis il y a donc l'amoureux d'Hodler, le polémiste, le romancier, il y a le voyageur, l'arpenteur. Un arpenteur, soit par la course, soit par la marche. Je pense notamment à Tous les lointains sont bleus, une odyssée qui vous a emmené autour du monde. C'était chez Phébus, c'était publié chez Phébus. Chez d'autre part, il y a eu Terminal terrestre. On sait que vous êtes un marathonien chevronné. On vous doit aussi, par exemple, un mini-Zoé, courir, écrire. On sent qu'il y a quelque chose qui se noue là entre le mouvement du corps dans le paysage et l'écriture. On peut citer L'envol du marcheur également, un livre accompagné de photographies qui vous faisait marcher de Paris à Bâle, à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger encore plus dans cette manie ambulatoire autour d'un livre où vous faites une croix sur la Suisse. Alors, pas pour renoncer à la Suisse, mais parce que vous la parcourez à pied, d'abord d'est en ouest, de Genève au lac de Constance, et puis une deuxième fois du nord au sud de Porrentruy à Chiasso. 40 km au quotidien avec votre sac à dos, 29 étapes, et à chaque fois vous emmenez alors soit un auteur ou une figure historique importante, ou pas que, ça peut être aussi un architecte, on le verra, comme compagnon. Et le soir, à votre hôtel, vous lisez et vous créez pour nous une sorte de dialogue avec ces auteurs.
Peut-être que, si vous êtes d'accord, la meilleure façon de commencer, ce serait de nous lire l'introduction de votre livre. Alors, pas la très belle introduction que signe pour vous Jean-Christophe Bailly, mais celle qui s'appelle « Au départ » et qui pose ce périple suisse. Au départ, le sujet de ce livre est la Suisse. Non pas son folklore, mais un pays parcouru à pied en une géographie déjà documentée, si souvent même que j'ai pu, à chaque étape, emporter un compagnon de voyage. En général, c'était un livre. Parfois, juste le souvenir d'une vieille connaissance. Tant de gens avant moi ont suivi ces parcours que je ne pouvais pas faire mine de les découvrir. Je ne marchais que pour les revisiter. Habitué des voyages en solitaire, plutôt à l'étranger, j'ai raconté ailleurs comment j'ai marché de Paris à Bâle ou de Saint-Malo à Soissons, ou encore de Milan à Rome. Si je n'ai entrepris que tardivement cette randonnée helvétique, c'est que je me méfiais des chemins trop balisés pour y faire de vraies rencontres. J'éprouve par rapport au pays où je suis né par hasard un sentiment que Ramu appelait patriotisme géographique. Je l'éprouve d'autant plus qu'il est le contraire du patriotisme tout court. En partant de Genève, j'ai admiré un paysage avec le Mont Blanc et les Alpes de Savoie. Elles sont en France. En arrivant à Romanshorn, les 12 collines de l'horizon sont autrichiennes et allemandes. Au Tessin, dans les dernières étapes de la traversée vers le sud, le paysage est en grande partie constitué de montagnes et de vallées qui se trouvent en Italie. Mon patriotisme géographique serait plutôt transfrontalier. Il n'est donc pas linguistique non plus, je parle français par hasard. Pour décrire la chaîne des Alpes, par un jour de beau temps, j'ai besoin de plusieurs langues, dont l'allemand, que je parlais avec ma mère, l'italien que je parle avec la mère de mon fils, qui parle anglais avec sa femme. La Suisse n'est ni le pays d'une seule langue, ni une nation, à peine un État, peut-être un état d'esprit qui s'accommode d'une diversité de points de vue. Cela pourrait passer pour un consensus mou. Plutôt que d'y voir un repli identitaire, j'ai découvert dans cette marche de travers un bon prétexte pour ancrer une approche sereine de la mondialité. Je me suis dépaysé. J'ai fait une croix sur mon pays. J'ai rendu hommage à quelques prédécesseurs, j'en aurais voulu davantage, y compris parmi ceux qui ont observé la Suisse depuis la rive d'en face des lacs aux frontières liquides. J'aurais convoqué Proust à Évian, Nerval à Constance, Stendhal à Belgirate. Mais je m'étais fixé pour règle un seul compagnon par étape. Pour une fois, j'y épiai le pays de l'intérieur, sans trop de détours, juste pour tracer une croix fédérale sur la carte d'une géographie intime. Merci beaucoup, Daniel Deroulet. C'est l'entrée en matière. On est parti, on est avec vous, mais peut-être qu'on pourrait dire quelques mots sur la genèse de ce livre. Ces textes ont été publiés dans une très bonne revue, La Couleur des Jours, réunis ici avec cette préface. Comment vous est venue cette envie de parcourir la Suisse et comment est-ce que vous avez fait pour porter ces quasi 29 livres dans votre sac à dos ? Concrètement, comment on organise un voyage aussi comme ça ? Peut-être il ne faut pas voir que c'est une performance physique ou quoi que ce soit de ce type-là. Il se trouve qu'en Suisse, c'est très facile de faire de la marche à pied parce qu'il y a un excellent réseau de trains. Et donc, très souvent, je fais des petites étapes, des toutes petites étapes, soit même des week-ends. Et donc, j'emmène 1 ou 2 livres, ce qui vont être les gens que je vais lire pendant le week-end. Ou bien je fais, mettons, 2 semaines ou 1 semaine et demie, puis je sais que ça va faire tant de livres. Donc, ce n'est pas des gros poids. En plus, il y a une infrastructure hôtelière. Voilà. Donc, il n'y a pas... Pour moi, c'était plutôt des choses que j'avais déjà vues en grande partie et que je voulais reparcourir en ayant tous ces gens qui ont déjà parlé de la Suisse. Je crois que c'est Bailly qui le dit dans sa préface, il n'y a pas un pays où les paysages ont été tant de fois décrits. C'est quelque chose d'incroyable. Donc on n'a pas envie d'en rajouter forcément une couche. Dans le lac, je crois que Chesset disait, dans le Léman, il n'y a pas un auteur qui n'a pas voulu tremper sa plume, quoi.
Alors, les montagnes, les lacs, mais pas tous les paysages, peut-être, non plus. Alors, il y a des endroits en Suisse que j'ai découverts, que j'avais un peu oubliés, notamment vers le centre de la Suisse, qui sont ces seuls endroits à partir desquels on a plus cette impression de transfrontalier. On a alors le Napf, par exemple, c'est un de ces endroits, une de ces montagnes autour de laquelle il y a très peu d'habitations. Et quand on arrive là, effectivement, on voit aucun sommet étranger. Alors que pendant tout le reste du voyage, la plupart du temps, vous pouvez toujours vous arranger pour voir soit quelque chose qui est au-delà de la frontière quand vous êtes dans le Jura et que c'est en France, soit que c'est des montagnes très hautes dont on sait qu'elles sont pas forcément toujours à l'étranger, mais sur la frontière, comme le Cervin, dont on doit dire le nom en plusieurs langues. Voilà, c'est une chose qui m'a toujours frappé, ce fait qu'il y a même des montagnes qu'on ne peut pas confondre, mais qui en fait ont le même nom. Le Weisshorn ou le Mont Blanc, ben, ce n'est pas la même montagne, quoi. Il y a des choses... Donc il y a des choses à redécouvrir, mais il y a aussi beaucoup de couches qui se sont déposées, de très beaux textes qui ont été faits sur la Suisse, quoi. Mais je pensais, vous disiez que c'est facile de se déplacer. Je repensais à votre voyage à pied de Milan à Rome, où vous avez remarqué qu'il était impossible parfois d'accéder aux villes, de traverser des routes, des voies de chemin de fer. Vous avez dû être aidé par des jardiniers qui vous ont fait passer sur des barrières. Et là, on sent une grande fluidité chez le promeneur de roulet. Ben, disons que c'est vrai que quand j'ai deux types de voyages. Ou bien je trace une ligne droite sur la carte, c'est ce que j'avais fait entre Milan et Rome. J'avais vraiment pris une carte au 50 millième, j'avais tiré par-dessus le trait qui allait, et puis je regardais par où ça passait. Alors évidemment, de temps en temps, il faut faire une toute petite déviation, mais ça me faisait traverser les montagnes et voir des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est vrai que là, quand on tombe sur une autoroute et qu'on ne peut pas la traverser, quand on tombe sur une ligne de chemin de fer et qu'on ne peut pas la traverser, ben voilà, il faut trouver des passages et c'est pas toujours très fluide. Alors que la Suisse, elle est aussi quand même très très bien balisée pour les chemins piétons, les chemins de randonnée. Et là, en fait, dans le passage ouest-est, donc de Genève à Romanshorn, je suis un parcours qui s'appelle le panorama alpin et qui est fléché avec les habituels petits trucs jaunes, et puis un numéro, etc. Quoi. Puis on vous explique les distances et puis on peut regarder si on tient la route, si on tient le temps, etc. Voilà, c'est très balisé. C'est pour ça aussi que j'avais un peu peur de le faire, parce que je me disais je ne vais rien voir de nouveau. Mais alors justement, qu'est-ce qui a donné l'impulsion à ces textes, à cette expérience? Mais je crois que c'est l'idée que je ne peux pas toujours aller voir ce qui se passe à l'étranger sans faire une bonne fois pour toutes une croix sur la Suisse, donc est-ouest. Voilà, et j'avais envie de faire ça. Et je m'étais mis d'accord avec cette très belle revue qui s'appelle La Couleur des Jours, qui a maintenant qui aura l'année prochaine 10 ans d'existence. Et j'ai fait chaque fois un cahier spécial qui a été publié. Donc il y a eu 2 cahiers spéciaux. Le premier, c'était consacré à la traversée de ouest-est, et puis l'autre nord-sud. Et donc c'est avec eux, et puis j'ai fait les photos qui ont été publiées à ce moment-là. Et par la suite, c'est un éditeur qui m'a contacté, donc Alain Berset de Héros Limite, et qui m'a proposé d'en faire un petit livre. Alors il manque dans le petit livre, si vous voulez, les photos, mais peut-être que le texte suffit. Enfin, c'est ce qu'il a pensé, en tout cas. Il a raison, je crois. Mais, par rapport à ce qu'on vit particulièrement, cette époque, vous parlez de frontières, c'est curieux, c'est troublant de lire ce livre maintenant, parce qu'on est plus ou moins invité à rester quand même en Suisse. Les frontières sont revenues dans notre imaginaire, enfin dans notre représentation du monde, de l'espace. On fait nos vacances en Suisse, on redécouvre des parties de la Suisse. Qu'est-ce que ça vous fait à vous d'être... Je peux dire que, par exemple, pendant le confinement, comme j'habite Genève, j'avais décidé d'aller regarder tous les passages de frontières qui avaient une histoire. Et il y en a plusieurs. Donc j'ai fait les quatre directions de l'horizon, donc est, ouest, nord, sud, où chaque fois il y a des passages dont je savais, à travers ma famille en général, qu'ils avaient été utilisés pendant la guerre, que c'était des passages clandestins entre la France et la Suisse. Mon père était pasteur à
Annemasse et sa fiancée habitaient Genève et donc il connaissait les endroits par où il pouvait passer. Et j'ai remarqué que, contrairement à ce qui se passait pendant la guerre, où ces passages étaient possibles, c'est les passages qui ont été le plus fermés pendant le confinement, notamment le pont qui est tout en bas sur le Rhône, donc tout au sud, notamment les routes qui vont vers du côté du Cerne, si vous voyez où c'est. Et puis, il y en a un, et ça m'a fait beaucoup de peine d'une certaine manière, c'est que pendant la guerre, j'ai une amie qui est morte maintenant, mais qui avait l'habitude de faire passer les gens à travers le cimetière juif. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du cimetière juif de Genève, qui se trouve à Verrières, qui se trouve en fait en France. La Suisse a interdit la constitution de cimetières religieux, enfin qui serait dédié qu'à une seule religion. C'est interdit aussi en France. Mais il y a eu en 1920 un cimetière qui a été construit dont la grande partie, c'est-à-dire l'entrée et les salles dans lesquelles on dépose les corps, sont sur côté suisse, donc il n'y a pas de cimetière en Suisse. Et puis, sur le côté français, on a considéré que c'était ce qui en France est possible, c'est des cimetières privés, c'est-à-dire que les riches veulent se faire mettre dans leur parc, donc ils ont un cimetière privé. Et donc, le cimetière juif de Genève, il est à la fois sur France et sur la Suisse. Les tombes sont sur France et l'entrée est sur la Suisse. Et pendant toute l'occupation, d'abord par les troupes italiennes du côté français, donc qui avaient occupé la Savoie, puis par les troupes allemandes, puis les Suisses à la fin de la guerre, qui contrôlaient ces frontières, on a toujours pu y passer. Il fallait passer de nuit, évidemment, il ne fallait pas passer avec des grandes... Mais il y a une femme qui a été récompensée pour ça, qui était Aimée Stittelmann, qu'on considère comme une juive, comme une juste, et elle a fait passer beaucoup de juifs. Eh bien, ce cimetière, pendant le confinement, a été fermé. Et ça, je trouvais incroyable, quoi. Je ne trouvais pas possible. Surtout que c'était devenu, et ça j'en le sais, c'était un passage des migrants. Et donc j'ai vu... Alors j'ai quand même vu une scène qui m'a fait plaisir. J'ai vu un type qui sautait le mur, quoi. Voilà. Parce que les douaniers n'étaient pas par là. Donc c'est vrai que cette histoire des frontières, pour la Suisse, on l'avait oubliée. Et elle nous est revenue plein dans la figure. Il y a quand même un truc, si vous allez à Morges, j'ai passé tout à l'heure, et puis il y a un truc qui m'a frappé, c'est écrit les appartements avec vue, votre salon avec vue sur le lac et les Alpes. Voilà. C'est-à-dire que ça coûte plus cher en Suisse quand on peut voir le lac et les Alpes. Mais ces Alpes, elles ne sont pas du tout suisses, c'est de l'autre côté. Là. À Morges, ce qu'on regarde de l'autre côté, c'est la France. Mais on a, nous, l'impression, je ne sais pas pourquoi, en tout cas moi, que oui, c'est un paysage suisse. Et souvent, le paysage suisse, en fait, c'est un paysage qui est transfrontalier. Il y a plus de la moitié des Suisses qui habitent au bord des lacs transfrontaliers, et donc qui voient, et pour qui, ceux qui le voient tous les jours, les gens qui sont à Lausanne, par exemple, qui habitent Lausanne et qui regardent de l'autre côté, ils voient la France, quoi. Ils ne voient pas... Pourtant, nous considérons que c'est un paysage suisse. Et Audelaire, le premier, et là j'ai eu une polémique avec M. Blocher, qui est un grand aficionado de Audelaire, lui, il collectionne les paysages suisses, me disait-il. Et je lui disais, oui, mais de l'autre côté, là, vos paysages de Mont Blanc, c'est pas la Suisse. Hein. Voilà. Alors j'aimerais qu'on entre maintenant dans ce paysage. Alors, la marche ou la course, vous avez écrit dans Courir, écrire, dans le mini-Zoé, courir, écrire, pour moi, c'est le même élan. La course à pied est pour moi, comme l'écriture, l'éloge de la solitude. Alors en est-il de même de la marche? Je pense aussi à une phrase de Frisch que vous citez dans La Suisse de travers. La plupart du temps, on ne pense à rien du tout en marchant. L'important, c'est le pas suivant et celui d'après, afin qu'on ne se foule pas le pied, afin que les genoux ne lâchent pas, afin qu'on ne glisse pas tout à coup. Traverser son pays à pied, c'est une expérience particulière déjà, avec en tête des écrivains. Qu'est-ce que ça donne comme être au monde, comme présence au monde, le fait de marcher, de traverser un paysage et d'écrire sur lui?
Alors je pense qu'il y a une différence entre se mettre en route le matin tôt, le cœur léger, et se réjouir de ce qu'il y a, puis arriver vers le soir et puis être un peu fatigué et ne penser plus qu'au but, et on a beaucoup de peine à occuper sa tête à autre chose que ça. Mais dans les moments de grâce, enfin quand on est... Effectivement, je pense qu'on arrive à un état que Rousseau décrit aussi dans les rêveries du promeneur solitaire, qui est, il le dit toujours, mon esprit ne va qu'avec mes jambes. C'est-à-dire que ça donne aux pensées quelque chose d'autre qui est une espèce de rêverie. C'est pas qu'on est en train de... En tout cas, dans mon cas, je ne suis pas en train de constituer le chapitre que je vais écrire, mais il y a une espèce d'atmosphère qui se crée, qui fait qu'ensuite, quand je voudrais l'écrire, je suis assez au courant de ce que j'ai éprouvé pendant la journée. Donc oui, la marche... Elle a ses moments de bonheur, elle a aussi ses moments d'envol, c'est-à-dire où on a oublié, on se dit « Ah tiens, j'ai passé par là, mais je me souviens plus. » quoi. Et j'avais éprouvé les mêmes sentiments quand je faisais beaucoup de courses à pied dans les villes. C'est-à-dire qu'on peut passer à des endroits qu'on oublie, et puis on a des... Ensuite, quand on arrive, on peut se refaire le film. Quoi. Je crois que ouais, c'est une espèce de... Je ne considère pas ça comme une hygiène ou un truc pour maigrir, quoi. Je sais pas. Pour moi, la course et la marche, effectivement, c'est quelque chose de dépouillé. Voilà, faut peut-être dire ça en tout premier. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipement particulier. Moi, j'aime bien les cyclistes, mais évidemment, les cyclistes, la première chose qu'ils discutent entre eux, c'est les problèmes dérailleurs, vitesse, etc. Moi, je sais pas, enfin, à part peut-être de temps en temps qu'on discute des cloques qu'on peut avoir, mais une fois qu'on a résolu ce problème, eh bien, on est libre. Et l'écriture, c'est la même chose. Il suffit d'avoir son petit carnet dans sa poche et un bout de crayon. Et voilà, il n'y a pas besoin de toute une médiation technologique pour arriver au bout de sa journée de sport et de plaisir. La pensée vagabonde aussi, on la laisse suivre son cours je naturel. Je pars pas en me disant ce soir il faudra que je résolve le problème de la morale chrétienne. Non, voilà. Ça vient tout seul. Ça peut venir. Bon, alors il n'y a pas d'harnachement et d'équipement, mais vous êtes lesté quand même, mais dans le bon sens du terme, d'auteurs, de personnalités, Lénine, Tolstoï, Paracels, Goethe, Rimbaud, ou Anne-Marie Schwarzenbach. Et peut-être qu'on pourrait lire, si vous êtes d'accord, vous entendre la première étape de ce voyage depuis Genève, où vous êtes accompagné par l'œuvre d'Anne-Marie Schwarzenbach. Je pense que c'est le meilleur moyen de voir ce que ça donne. Oui, puisque c'est la première étape. Après, il y en a 28 autres que vous pouvez lire tout seul. De Genève à Beugnin, je choisis de me faire accompagner par Anne-Marie Schwarzenbach. J'ai emporté 2 livres d'elle à lire ce soir à l'hôtel. Je quitte Genève par le bord du lac, alignement de grands hôtels gardés par des larbins en uniforme, oreillettes aux aguets, le genre qui n'aurait plus laissé rentrer Dostoïevski quand il revenait du casino. Je traverse un jardin où un duc, en échange d'un legs à la ville, s'est fait construire un mausolée, copie miniature de celui des Scaglieri à Vérone. Puis une succession de parcs, la Perle du Lac avec un chalet suisse et plusieurs autres occupés par des organismes internationaux. À la hauteur de l'Organisation mondiale du commerce, je m'arrête près d'un buisson qui cache en partie un petit monument de pierre. Au moment de la construction de ce qui était à l'époque le Bureau international du travail, donc le BIT, les façades en avaient été ornées de médaillons de pierre sculptés d'environ 1 mètre de diamètre, rendant hommage à tous les travailleurs du monde, du paysan au mécanicien, en passant par l'astronome, tous des hommes. Alors que la majorité des employés du BIT étaient des dactylos, donc des femmes. Ils avaient eu l'idée de faire sculpter un médaillon supplémentaire qui représenta l'une d'entre elles derrière sa machine à écrire et de la planter dans le parc. C'est cette petite sculpture, oubliée sous un buisson, que je salue au passage. J'abandonne à regret le rivage. À partir du jardin botanique, les rives ont été privatisées, seuls les propriétaires y ont accès.
Après le passage sous la ligne de chemin de fer, je prends de la hauteur, longe les grilles des grandes propriétés que les patriciens locaux ont vendues aux ambassades ou aux expatriés aux fortunes rondelettes. À Preuilly, déjà, la coulisse au loin change. Le Mont Blanc, dont je ne voyais que la pointe à la hauteur du dernier pont sur la rade, est maintenant au centre d'un vaste panorama alpin savoyard dont j'apprenais enfant à égrener les noms. Je rejoins une petite rivière qui marque la frontière du canton de Genève. J'en remonte le cours sur une quinzaine de kilomètres, innombrables méandres, sentiers sous les arbres, dont certains rongés par les castors. Après le bond de la bâtie, il faut rester sur la rive gauche de la Versoix. De l'autre côté, c'est la France. Le lit se fait toujours plus étroit, bien que la source soit encore loin, dans le Jura français, en amont d'Yvonne. En fin d'après-midi, j'arrive à Chavannes-de-Bogie pour une nuit à la campagne. De mon sac, je sors un texte d'Anne-Marie pour me préparer au lendemain, quand je traverserai à Prangin le parc de la clinique où elle a passé les jours les plus sombres de sa vie. Ma compagne de route est née en 1908 sur les bords du lac de Zurich, dans une famille protestante, riche et militariste. Son grand-père était le général de l'armée suisse pendant la guerre de 14-18, sa mère une grande admiratrice du régime nazi. Anne-Marie a fui très jeune, ses origines impossibles à défendre sans quelques doses de morphine. L'Asie, l'Amérique, l'Afrique, elle a tout visité, en a rapporté des chroniques, des romans, des photographies et quelques frêles amitiés. Elle a utilisé l'argent de sa famille pour s'en éloigner, allant de préférence en Agadine plutôt que de rester chez ses parents. Pour voyager plus facilement, elle a épousé un diplomate français, homosexuel comme elle, qui n'a pas entravé sa liberté. Tandis que le régime hitlérien prospérait, Anne-Marie et ses amis exilés d'Allemagne cherchaient un sens à leur existence. Plusieurs d'entre eux ont fini suicidés. Rencontre avec Malraux, Sandrard, Carson McCullers. Thomas Mann note dans son journal « Charmante et morphinomane ». Roger Martin Dugard lui dédicace un livre. Pour Anne-Marie, en la remerciant de promener sur cette terre son beau visage d'ange inconsolable. Arrive le dernier épisode, celui qui passe par Prangin et dont la vérité semble avoir été effacée. En 1942, Anne-Marie est en Agadine, à Sils, à l'endroit que fréquentait Nietzsche. Et voilà qu'elle aurait fait une chute à vélo qui lui aurait laissé un trou à la tempe. Sa mère décide que cette blessure doit être examinée dans une maison de repos, à vrai dire, un asile psychiatrique à l'autre extrémité de la Suisse. Elle y est soignée par le docteur Oscar Forel, à la manière de l'époque. Cure de sommeil, traitement à l'insuline, électrochoc. Anne-Marie se révolte. Le médecin augmente la dose. En quelques semaines, son accident de vélo, si c'en était un, se transforme en épisode schizophrénique. La mère peut alors reprendre sa fille, qui n'est plus en état de résister. Elle l'a fait emmener en Agadine avec l'appui d'autres médecins. Elle décide d'un dernier traitement dont voici l'énoncé. Citation. « Élimination de toute souffrance physique ou psychique. Une ampoule de somnifène, 0 à 3 ampoules de caudal chaque jour selon les besoins. Ce programme peut se résumer par le mot euthanasie. » Fin de citation. Conformément à la prescription, Anne-Marie succombe quelques jours plus tard. Le 15 novembre 1942, elle a 34 ans. La mère fouille ses affaires, brûle sa correspondance et toutes les traces qu'elle peut trouver de la douleur de vivre qui étreignait sa fille. Place nette à la tradition familiale. Oscar Forel demande une autopsie de la boîte crânienne d'Anne-Marie. Refusée. Des amis protestent, sa sœur essaie d'intervenir, rien n'y fait. L'affaire est close, on ne saura jamais. Était-ce une chute à vélo, une balle dans la tête, une overdose? La mère, face au cadavre de sa fille, n'a qu'une réaction, prendre une photo pour s'assurer qu'elle est bien morte et persuader le pasteur qui l'accompagnera à l'enterrement que sa fille a fini folle comme Nietzsche. Le soir, à l'hôtel de Chavannes-de-Bogie, je relis « La vallée heureuse ». Alors voilà ce qu'elle écrit. « Et vous êtes les artisans de votre destin, et vous trouvez votre maître, et vous vous faites baptiser enfant de Dieu, chassé du paradis, grandi sans amour, nourri d'une soupe au sang, blindé contre les drogues,
pataugeant dans l'injustice jusqu'aux hanches. Et vous n'êtes pas la proie du doute? Ne riez pas, j'ai peut-être le mal du pays. Abattez cette nuit, arrachez cette heure de mon cou, arrêtez cette terre, éteignez ce ciel. Le lendemain, je quitte le plateau qui surplombe le Léman, d'où s'admire le panorama alpin qui commence à droite par le massif du Mont Blanc, se déroule jusqu'au Valais et plus loin vers les Alpes vaudoises. À travers le vignoble, je rejoins Nyon, avenue Alfred Cortot. Mauvais souvenir. C'est le nom d'un pianiste qui, en cette année 1942, où Anne-Marie mourait, collaborait avec le régime de Vichy. Halte sur la terrasse du château avant de repartir pour Prangin. Là se trouve, d'une part, le Musée national suisse, d'autre part, un établissement austère mais chic, au milieu d'un grand parc, la fameuse clinique. Je me promène dans des allées ratissées en compagnie de quelques malades au visage hagard. Sur un banc, au soleil, face au panorama, je sors le livre. Citation. Je pense au cirque brisé des sommets qui brillait jadis bleu et bienveillant, et je pense au ruisseau amical qui, dans la chaleur de midi, à l'époque des vendanges, répandait tant de fraîcheur sur les pierres argentées. En voyant le nom de la rue qui longe la clinique, chemin Oscar Forel, je me souviens que j'ai bien connu son fils, Armand. Lui aussi s'était révolté contre sa famille, toujours en 1942. En pleine guerre, entré au Parti communiste suisse alors interdit, il était devenu le médecin des pauvres, ainsi qu'on l'appelait à Nyon. Il a fini au Parlement helvétique, portait de grandes moustaches à la Joseph Staline. J'ai eu de l'estime pour lui le jour où il a dénoncé le cousin d'Anne-Marie, devenu député. James Schwarzenbach s'était rendu célèbre par une initiative raciste contre la surpopulation étrangère. Descendu au bord du lac, je profite de la buvette d'une petite plage publique. Je traverse le gazon trop vert d'un terrain de golf, passe sous les chemins de fer et sous l'autoroute pour remonter vers les hauteurs, d'un village au suivant. Ils font mine d'être vignerons, mais se révèlent résidentiels jusqu'à Beugnin. Merci beaucoup, Daniel Deroulet. Je trouve que c'est le début de votre périple. On y voit cette traversée du paysage, mais de plusieurs dimensions, de l'œuvre et de la vie de Schwarzenbach, de votre propre voyage, de l'histoire suisse, de présent, le passé. Vous êtes un promeneur en plusieurs dimensions. Et puis il y a cette attention, alors non seulement évidemment à la douleur, aux révoltés, on vous sent sensible à leur destin, il y a cette petite notation sur cette statue en l'honneur, enfin ce bas-relief en l'honneur des dactylores, des femmes, des oubliées. Et ça revient souvent dans votre livre, les oubliés de l'histoire. Et vous rappelez quelques vérités qu'on oublie souvent. Les 2 millions de Suisses vendus à des princes étrangers par leurs compatriotes pour servir des armées étrangères comme mercenaires. L'immigration aussi, qu'au XIXe siècle, la Suisse était l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Tout cela apparaît aussi, c'est une sorte de palimpseste, votre voyage. Il y a des choses qui remontent à la surface, et d'autres, alors de cette histoire officielle et pompeuse qu'on visite peut-être plus. Alors là, vous aimez justement aller gratter et nous montrer que Gonzague de Reynold, parce qu'il n'y a pas que des auteurs que vous admirez dans les auteurs qui vous accompagnent, Gonzague de Reynold, qui avait été proposé pour recevoir le Nobel de littérature pour la Suisse, il n'avait pas reçu. Non, c'était Camus qui l'a reçu cette année-là. Voilà. Eh bien, ce monsieur, vous citez son admiration par exemple, pour Mein Kampf d'Hitler, qui disait qu'il y a dans ces 800 pages, donc Gonzague de Reynolds parlant de Mein Kampf, il y a dans ces 800 pages du génie. On y sent un homme, et cet homme est sympathique, malgré les préjugés et les insuffisances de sa culture. Voilà, vous aimez aussi évidemment. Mais là, vous avez pris le seul, oui, le seul qui joue le rôle de bête noire dans tous ces genres. Les autres que j'ai emmenés, c'est parce que je les aimais bien. Vous taquinez Rousseau un petit peu quand même. Oui, mais Rousseau, j'aime beaucoup. Oui. Alors, oui, je trouve qu'il lui manque un peu d'humour. Voilà, mais ça, tout le monde peut le voir. Non, dans le cas de Reynolds, là, mon idée, c'était, je vais emmener un livre que je sais que je n'aime pas, mais je vais voir si quand même, quand je serai sur place, je comprendrai quelque chose. Oui. Et alors, ce que j'ai compris, là, c'est justement
le fait qu'on est à des endroits par hasard. Après, on s'en fait... Voilà, on les aime parce qu'on y a été élevé, on aime les gens qui y habitent, etc. Mais on ne peut pas faire croire qu'on a décidé d'être né là. Et le père, là, que j'aime pas, il lui fait croire qu'il est catholique parce qu'il est né à cet endroit-là, qu'il est intelligent et qu'il parle français parce qu'il a choisi de naître là et que c'est la plus belle langue du monde. Enfin, il dit vraiment toutes les contre-vérités qui fondent le patriotisme. C'est pour ça que je me défends en disant mon patriotisme est géographique, mais c'est pas un patriotisme politique revanchard, quoi. Et là, j'ai essayé de le sauver, mais il n'y a rien à sauver chez ce monsieur, quoi. Il y a Anne-Marie Schwarzenbach, Germaine de Stel, Agota Christophe, que vous avez côtoyé, connu, oui, comme Dürrenmatt d'ailleurs. Mais enfin, je parlais des femmes. Alors, on sait, pour vous avoir lu, je parlais de Valentine, L'amour d'Audelaire, on peut penser aux 10 petits anarchistes publiés chez Buchet-Chastel, de destin de jeunes migrantes de Saint-Imier qui sont parties en Patagonie. Donc là, le sujet, la femme, est très présente dans votre œuvre, mais il y a nettement moins, d'auteurs féminins qui vous accompagnent. Alors, j'ai reçu une lettre d'une lectrice, évidemment, je m'y attendais, qui dit, voilà, sur vos 28, il n'y a que 3 femmes, etc. Et donc, on me fait le même reproche. Ma réponse est simple, quoi. Dans ma bibliothèque, et je pense que dans beaucoup de bibliothèques qui ne sont pas des bibliothèques que contemporaines, eh bien, les femmes auteurs sont moins nombreuses, pas parce qu'elles sont moins bonnes, mais parce qu'elles n'ont pas réussi à... Enfin, bon, c'est tout le problème de la domination, elles n'ont pas réussi à s'imposer sur la scène littéraire de la même manière qu'un Rousseau ou qu'un Racine. Donc, c'est vrai que ma bibliothèque... à part chez les contemporaines, où je crois que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, et je ne voulais pas parler des contemporaines, justement, je voulais parler de ce qui s'est passé avant, et bien voilà, c'est comme ça, il y a moins de femmes. C'est vrai, j'accepte ce reproche. C'était une question. Oui. Mais il y en a une deuxième, parce qu'il y a peu, vous citez Aurélie, il y a peu ou pas d'auteurs tessinois ou grisons. C'est la même chose? Non, alors là, c'est autre chose, c'est que le passage au Tessin, il est relativement court. Et voilà, j'aurais pu prendre des Tessinois qui traversent le Gothard, mais il y avait cette lettre de Rimbaud. Rimbaud et puis Hermann Hesse après. Et Hermann Hesse qui est quand même... D'abord, c'est un prix Nobel suisse, bien qu'il était allemand au départ et qu'il habitait au Tessin. Et j'avais envie de lire ce qu'il disait sur le tourisme de toute la Suisse et de l'Allemagne au Tessin. Donc voilà, je n'ai pas emmené que des Tessinois, mais c'est vrai que le fait qu'il y a moins de Tessinois, c'est dû au fait que le parcours que je fais au Tessin est plus court que ce que je fais à travers la Suisse allemande et à travers le Jura. Vous n'avez pas reçu de lettres? Pas encore, non. Ça va venir avec la traduction italienne. Ça va être traduit? Oui. En italien ou en allemand? J'espère, oui. En allemand, sûr, c'est déjà décidé. En italien, j'espère. On parlait du patriotisme géographique. Il y a une autre notion qui s'oppose à la mondialisation, c'est la mondialité. Vous avez écrit un essai à ce sujet, Écrire la mondialité, c'était à la Baconnière. Cette fois, vous revenez sur ce terme dans un chapitre où vous parlez d'Élisée Reclus, chez lequel vous aviez, je crois, vous avez trouvé ce terme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept? Ça fait penser aussi à la phrase de Audelaire, le lac est un paysage planétaire. Je crois qu'il y a, depuis un certain temps, et à juste titre, des critiques de la mondialisation et qui est en fait la mise en concurrence de tout le monde contre tout le monde, un prétexte pour une exploitation éhontée de la planète. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie qu'il y a à côté de ça des bienfaits à partir du moment où on comprend que la Terre est unique, et même si on est hyper écolo, c'est ce qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde nous concerne dans son ensemble. Et moi, j'appelle ce sentiment, il fallait lui trouver un nom, et j'avais trouvé ce nom de mondialité. Alors, j'avoue, j'ai cru l'avoir inventé. Et puis après,
j'ai retrouvé que ce mot avait été utilisé notamment par Chamoiseau, mais il a été utilisé après moi. Alors je me dis, il l'a peut-être lu chez moi, mais après il y a eu, quand même j'ai trouvé Élisée Reclus, qui était un géographe du 19e siècle et qui utilise ce mot au 19e siècle, justement pour décrire la Terre. C'est le premier qui a vraiment vu les grands mouvements d'organisation de la planète du point de vue géographique, et il avait ce sentiment que voilà, il fallait faire un pas de plus. À l'époque, pour lui, il y avait l'internationalisme, mais dans le mot international, qui est utilisé seulement à partir du 19e siècle, ça c'est une recherche qu'a fait Starobinsky pour trouver ça, il dit que ce mot n'est apparu qu'au 19e siècle, eh bien, l'international, ça veut toujours encore dire plusieurs nations. Il y a le mot nation dedans, tandis que mondialité, pour un anarchiste qui disait on va supprimer l'État, c'était le nouveau mot à inventer. Je suis retombé là-dessus et je crois que je défends, oui, la mondialité. Et j'ai ce sentiment-là quand je suis en Suisse. C'est ce qui la Covid m'a privé de la mondialité d'une certaine manière. C'est cette idée chez Reclus que les montagnes, leur forme, donnent certains fleuves qui vont après façonner aussi tout le paysage européen. Donc c'est un même tissu, au fond. C'est un même espace dont on n'a pas la représentation. Et ça ne sert à rien de faire des limites de frontières pour comprendre la géographie, quoi. C'est plutôt que la politique s'est établie sur des frontières qui ont été en partie naturelles et qui étaient. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ces frontières liquides. C'est-à-dire que la Suisse a une série de frontières liquides. Il y a ces lacs qui font qu'on voit de l'autre côté l'étranger. Et puis, on arrive très mal à déterminer où c'est le milieu du lac, quoi. Enfin, on sait qu'il y a plein de gags là-dessus, quoi. Les gens qui disent qu'ils ont traversé, qu'ils sont allés en France, puis l'autre qui dit « Oui, mais mes filets, ils étaient en France. » Par exemple, les pêcheurs, il y a eu de grands débats pour savoir si, quand un des filets dérivait, malgré eux, il fallait les mettre à l'amende parce que leur filet français était venu sur Suisse ou vice-versa, quoi. Et je trouve qu'autour de cette idée de frontières liquides, il y a beaucoup à raconter, puisque dans le monde, il y a une 50aine de lacs qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils font frontière, et les gens habitent de l'autre côté, et ils se connaissent. Ou ils ne se connaissent pas parce qu'on a mis un mur, ou des sous-marins, ou je sais pas. Vous avez été dépaysé pendant votre voyage? Oui. Alors, dépayser, c'est aussi se déprendre en partie du paysage comme on le voyait de manière idéalisée. Voilà. Et donc, je pense que la promenade permet de se dépayser. Et alors, vous avez croisé des Suisses ou des... Vous avez croisé des gens. En Suisse, j'ai croisé des Suisses. Vous en parlez, vous buvez des bières, on vous raconte des choses. On vous sent aussi, enfin peut-être c'est moi qui projette ça, vous préservez votre solitude aussi. C'est un voyage solitaire. Mais le soir, ou arrivé dans un café, vous aimez écouter. Et comment sont les Suisses que vous avez rencontrés? Il se trouve que moi, je parle le suisse allemand et que, comme je l'ai appris comme enfant ou par la suite, on ne voit pas que je suis un roman. Donc, j'adore demander aux Suisses allemands, dans leur langue, qu'est-ce qu'ils pensent des romans, quoi. Et voilà, au bistrot... voilà, quand on se promène, on arrive dans des endroits où on n'irait pas. On fait un petit arrêt quelque part, puis c'est l'heure où il n'y a personne dans le bistrot, par exemple. C'est l'occasion de discuter avec la patronne qui vous raconte, je sais pas, ses soucis ou ce qu'elle pense des gens, quoi, ce qu'elle a vu. Et ça fait partie. Ça fait partie, mais c'est vrai que c'est des voyages très humain. solitaires. C'est des voyages très solitaires, quand même. Et il y a des jours où on rencontre personne, même en Suisse, sur les chemins balisés, parce que c'est pendant la semaine ou parce qu'il ne fait pas très très beau. Et que, voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu d'Agota Christophe? Agota. Agota Christophe, je l'ai connue comme parce qu'elle publiait en même temps que moi au Seuil et qu'elle avait le même éditeur, c'est-à-dire la personne qui s'occupait de ses livres. Et comme elle était d'une santé relativement fragile, j'ai dû l'accompagner plusieurs fois. Et par exemple, l'exercice que je fais là devant vous, c'est-à-dire de répondre aux questions, pour elle, c'était un vrai cauchemar. Donc elle ne répondait que par oui ou par non. Alors on l'interviewait, et puis je me souviens toujours de quelqu'un qui demande, mais dans vos livres, vous dites que vous tuez votre frère.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui ou non? Oui. Voilà. Et après, c'est difficile pour une personne comme vous Oui, de j'ai de rebondir la chance là-dessus. aujourd'hui. Ouais. Donc elle me disait, tu viens et puis tu poses des questions que je peux un peu développer. Voilà. Et donc j'étais dans la salle sans faire valoir. Mais je m'entendais très bien avec elle. Elle avait beaucoup de difficultés à écrire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et elle était, à l'époque, on a oublié un peu, la personne qui, peut-être la seule personne de Suisse romande qui vivait de ses livres, parce qu'elle vivait de traduction de ses livres, rien qu'au Japon, où j'étais allé avec un contrat qu'elle m'avait demandé de présenter, 400 000 exemplaires d'un coup. C'est des choses qu'on oublie, quoi. Elle vivait avec des traductions dans le monde entier de ses livres. Et en fait, ce qui était extraordinaire chez elle, c'est qu'elle parlait que d'une chose, c'est-à-dire de la Hongrie et de ce qu'elle avait vécu quand elle était jeune fille et ce qui s'était passé en Hongrie. Mais elle ne disait jamais le nom du pays, elle ne disait jamais de choses précises pour qu'on reconnaisse la Hongrie. Et tous les pays du monde qui traduisaient ça, y compris au Sri Lanka, eh bien, ils croyaient que ça pouvait se passer chez eux, l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est un ancrage local qui entre dans la mondialité d'un seul coup, quoi. Ouais, ça, c'est à Gotha. Si on reste à Neuchâtel, Dürrenmatt, peut-être. Alors, Dürrenmatt, c'est un fils de pasteur, comme beaucoup d'auteurs, comme M. Blocher ou comme Denis de Rougemont. Et ce côté un peu prêchi-prêcha, j'ai toujours Votre essayé. Papa, ouais, mais j'essaye de l'éviter. Voilà. Oui. Ceci dit, je trouve que le destin de Dürrenmatt, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Ce type qui fait ce dernier discours. Ce dernier discours 3 semaines avant de mourir, où il dit la Suisse, pour moi, c'est comme une prison, sauf que nous, on a la clé de la prison, mais qu'on veut rester dedans. Et il fait ce discours devant Václav Havel. C'est un petit livre qui est chez Zoé, on peut lire ce discours, très beau. Et les gens qui sont dans la salle, donc il y a le conseil, il y a 3 conseillers fédéraux, ils sont furieux. Ils sont furieux parce que c'est une visite d'État de Václav Havel, qui est devenu chef d'État après avoir été un dissident. Et il est en visite officielle en Suisse et on lui remet un prix. Et c'est donc Dürrenmatt qui fait le discours. Et il fait ce genre de discours. Les conseillers fédéraux lui tournent le dos, refusent de lui serrer la main à la fin de son discours. Et Dürrenmatt meurt 3 semaines plus tard, quoi. Assez jeune finalement, puisqu'il avait 71 ans, je crois. Bon, c'est un peu comme ça un épisode que je n'arrive pas à avaler, quoi. Surtout qu'en même temps, Frisch refuse d'aller à Bellinzone pour faire un discours sur le 700e anniversaire de la Confédération. On a un peu oublié ces écrivains de la guerre froide qui arrivent au bout de la guerre froide. Ils ont été taxés de communistes pendant tout le temps, enfin, communistes ou d'extrémistes, en tout cas pendant tout le temps de la guerre froide. Ils arrivent à la fin et s'aperçoivent qu'ils ont été fichés pendant 40 ans. Ils essaient de protester et on leur dit mais écoutez, tout ça est fini, passons à autre chose, quoi. Mais eux, ils n'ont pas réussi à passer à autre chose et Frisch est mort 3 mois après Dürrenmatt et ça a été les 2 grands écrivains qui en fait représentaient ce que les intellectuels suisses avaient de mieux à présenter à l'étranger, en particulier en Allemagne, où ils ont joué ce rôle que les écrivains allemands ne pouvaient pas jouer parce que la plupart des écrivains allemands avaient été compromis par le nazisme. Et ces 2 écrivains suisses, c'est quand même pour moi des énormes piliers de notre littérature. Donc c'est vrai, j'ai dû rendre hommage à Dürrenmatt. Je pense à cette image de relier les choses en marchant. Vous créez des chemins, vous les créez dans l'histoire suisse, dans les œuvres d'autrui. Et je trouve cette image très belle. Je repense aussi à un moment où vous êtes près du Gothard. Vous êtes très énervé contre un panneau. Enfin, vous ne le dites pas, mais vous dites « passons ». Donc on comprend votre énervement. Un panneau qui dit, qui explique que le pont, alors il s'agit du pont, le symbole de la mission de la Suisse reliant le nord allemand, le sud italien,
cette liaison neutre a joué un rôle important, spécialement durant la Seconde Guerre mondiale, et a potentiellement préservé le pays de la guerre. Et ça, c'est le genre de choses qui vous énerve, comme mythologie. Et c'est un peu cavalier, mais tous vos textes créent d'autres ponts, d'autres liens entre les choses et racontent différemment l'histoire et le territoire. Disons, je pense que chaque génération elle a une autre manière d'envisager l'histoire. La génération avant moi, c'est celle de mes parents, ceux qui sont nés pendant la Première Guerre mondiale. Moi, je suis né pendant la Deuxième, mais je ne l'ai pas connu. Ils ont une image de ce qui s'est passé en Suisse pendant la guerre, qui est en fait ce qu'ils ont vécu directement. Ils ont vécu, je ne sais pas quoi, les tickets de rationnement, le fait qu'ils ne pouvaient plus sortir, c'est bien pire que le Covid, qu'ils avaient peur d'une invasion éventuelle, etc. Mais là-dessus, se sont greffés des mythes. Et même mes parents, ils me disaient des choses par rapport à l'accueil des Juifs qui se sont révélées totalement fausses au moment où on a ouvert les archives et comme ça. Donc maintenant que nous savons à peu près comment ça s'est passé, même si il y a des très très beaux côtés des aides suisses pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on ne peut pas mythifier le fait que, par exemple, là, il y a un panneau justement qui dit que le Gotthard, ça serait fantastique, que c'est grâce à ça qu'on aurait évité la guerre, alors que c'est par là qu'on a fait passer les troupes allemandes qui allaient en Italie. Enfin, il faut aussi admettre qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi sur des panneaux publics. Donc, mais je les touche pas, hein, j'ai pas mon spray dans la poche. Avant de donner la parole à la salle, je pensais à cet architecte. Il y a aussi Robert Maillard parmi vos... C'est un ingénieur. Un ingénieur, oui, puisqu'il a fait un des ponts, oui. Notamment le pont sur le Schwambach. Oui. C'est celui que vous admirez. Pourquoi ce choix? Puis faire un pont, c'est très symbolique aussi. Oui, mais alors, je ne voulais pas qu'il y ait que des écrivains. Et de temps en temps, je parle d'un petit mythe ou d'une autre histoire. Et là, c'est un architecte que j'ai toujours admiré. Et si vous allez regarder ce pont, c'est aujourd'hui encore quelque chose d'extraordinaire. C'est une utilisation du béton au moment où on n'arrivait pas encore à calculer. Aujourd'hui, c'est facile de faire des formes incroyables dans le béton parce qu'on a des ingénieurs et des ordinateurs qui vous calculent tout ça, on met les fers et puis c'est bon. Et Maillard, pas du tout, il travaillait avec des maquettes, il avait un sens de la direction des forces à l'intérieur d'un bâtiment, et notamment des ponts, et il a fait des ponts qui sont aujourd'hui encore une merveille. D'ailleurs, ils sont reconnus par tous les ingénieurs du monde, en commençant par ceux des États-Unis, qui ont mis les grands prix là-dessus. Il y a eu une exposition au MoMA en 1946 sur les ponts de Maillard. Alors, je trouve que ça, c'est des gens dont on peut au moins autant chanter les louanges que d'un personnage aussi bizarre que Le Corbusier, par exemple. Qui n'est pas cité dans le livre. À propos d'architecture, tout à l'heure j'étais dans la bibliothèque avec vos livres, vous êtes arrivé et vous êtes mis au travail. Un nouveau projet, j'imagine que vous en avez plusieurs en cours. Peut-être vous pouvez nous dire deux mots. Vous étiez entouré de livres, très concentrés. Vous êtes architecte aussi, on est dans un lieu très particulier d'architecture. Qu'est-ce que ça fait d'être ici pour le promeneur, le marcheur que vous êtes, de vous arrêter à Montrichet? Il se trouve que je suis chez une absente, je suis chez mon éditrice, en fait, qui est retenue par le confinement. Puis je suis, d'autre part, j'étais à l'école d'architecture avec Manja, qui est l'architecte de ça. Je me suis engueulé avec lui sur certains détails, mais voilà, c'est un geste très très fort de poser comme ça une chose dans la campagne. Et je trouve qu'en gros, c'est le genre de choses qu'il faut savoir faire. Et puis Manja, il n'est pas tombé de la dernière pluie, il sait faire ça, quoi. Après, il y a des choses que moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais j'étais un très mauvais architecte et lui, il était un très bon architecte. Donc, on ne va pas faire de polémique. Et à la bibliothèque, vous étiez occupé? Alors, j'aime beaucoup cette bibliothèque parce que je trouve qu'elle a... Enfin, c'est fantastique de pouvoir aller chercher toutes les œuvres d'un auteur, de se les poser sur la table, puis de se mettre à feuilleter, puis de lire ce qu'on a envie de lire, quoi. Oui, c'est un très bel endroit. Mais vous ne nous direz pas sur quoi vous travaillez. Ah, sur quoi je travaille? Je lisais l'ensemble des œuvres de Derrida, que je suis un peu en retard, parce que j'aurais dû les lire quand je m'intéressais aux lettres, mais il se trouve que maintenant, ça m'intéresse de savoir
quelle est l'histoire de l'écriture. Je suis assez fasciné par le fait que j'ai commencé à écrire à la plume, et pas la plume réservoir. On n'avait pas encore des plumes réservoirs, mais ça crachait sec sur nos cahiers. Et puis je finis en fait par dicter mes textes. Enfin, pas toujours, mais c'est-à-dire il n'y a plus de matérialité à l'écriture. Il y a plus de... J'ai passé par tous les stades. J'ai passé par l'écriture, la machine à écrire mécanique, la machine à écrire mécanique, le traitement de texte qui triture vos textes, etc. Et maintenant, on est déjà à l'étape qui continue, c'est-à-dire que en Finlande, on n'apprend plus aux jeunes à écrire, ou bien on repasse à l'écriture romaine, enfin, au script. Et donc, je me dis que c'est assez fou qu'en une vie, les conditions matérielles de l'écrit aient changé si vite. Et je me demande ce que ça fait aussi à ma propre écriture. Parce que les autres grands changements, par exemple le passage du volumen comment ça s'appelait, au codex, ou bien l'imprimerie, etc., c'est des choses qui ont mis des années, des siècles, et ce n'étaient pas les mêmes gens qui avaient travaillé sur le volumen qui ensuite passaient à l'imprimerie, quoi. Alors que nous, on passe très très vite d'une manière d'écrire à une autre, y compris aussi d'une manière de lire, d'ailleurs, dématérialisée en partie. Et je me dis, est-ce que j'ai le fétichisme du livre? Et je crois que je l'ai un peu. On a un peu... voilà, je ne suis pas un bibliophile, mais un livre, et puis quand il est beau, enfin quand je trouve un éditeur qui fait bien les livres, j'ai beaucoup de plaisir, quoi. Et je ne dis pas que c'est des grandes œuvres que je fais. Je fais du papier imprimé, mais voilà, c'est encore du papier pour un moment. Bon, je vous avais promis de vous donner la possibilité de poser des questions. Si vous avez envie, n'hésitez pas à lever la main, ou plus tard, ou maintenant. Oui. Je vous demandais une chose sur l'écriture. C'est-à-dire, il y a un genre d'écrivain et un genre de manière de regarder à l'écriture. Et on dit certaines fois, l'écriture c'est quelque chose qui te sépare de la vie. Qui te sépare de la vie. Peut-être oui. que pas trop bas. Oui. Je disais, peut-être qu'il y a une manière de regarder l'écriture dans laquelle on pense que l'écriture peut être quelque chose qui te sépare de la vie. Disons, tout le mythe de l'écrivain qui regarde la vie et ne participe pas, et toute l'idée que tu es dans la position de décrire la vie des autres, mais dans quelque manière tu ne la vis pas donc directement. Et ce qui me fait plaisir de cette conversation, c'est que par contre on a l'idée d'une écriture qui te lie au lieu, avec laquelle que tu écris le soir après avoir fait un chemin. Et tu réagis à ce chemin et tu le complètes dans quelque manière. Donc c'est une idée d'écriture et d'art qui intègre le sentiment de vivre et ne te sépare pas. Et ça me semble aussi lié à tout ce qu'on a vu ici, la performance d'hier. Et donc je voulais demander si c'est une choix derrière l'écriture, une manière de la vivre, disons, par rapport à l'autre, si c'est un problème duquel qu'on peut éclaircir. Excusez-moi en français, je suis italien, je cherche de m'expliquer le mieux possible. Bon. Mais c'est vrai que c'est un problème permanent aussi entre les auteurs. Quand ils discutent entre eux, ils disent voilà, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est ta vie ou est-ce que c'est ce que tu es en train d'écrire? Pour moi, je dirais que le problème s'est posé un peu de manière particulière parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais passé 50 ans. Je n'ai jamais écrit avant. Et donc, pour moi, évidemment que ma vie, d'une certaine manière, était passée, était derrière moi. J'avais gagné ma vie et j'étais en train de la dépenser en écrivant. Mais au bout d'un moment, je me suis aussi rendu compte que j'avais envie de continuer de vivre et que je n'étais pas du tout... si on me faisait choisir, évidemment, je le dis comme ça, c'est pas ce qu'on devrait dire pour faire l'écrivain romantique, mais pour moi, c'est une chose secondaire, finalement, par rapport à la vie. C'est-à-dire que,
bien sûr que j'ai du plaisir et je n'écris que par plaisir, je n'écris pas pour... voilà. Mais ce n'est pas une raison pour oublier ce qui se passe à l'extérieur de ce qu'on est en train d'écrire. Parce qu'à l'extérieur, il continue de se passer un monde qui vous interroge sur toutes sortes de choses, et par rapport auquel l'écriture ne peut pas donner des réponses immédiates, parce qu'on n'est ni des journalistes, ni des philosophes, on est des gens qui passent par la fiction, et donc la fiction elle a besoin d'un certain temps, et donc on va raconter, on va essayer de présenter pour soi-même, en se clarifiant les idées, et pour ses lecteurs, une certaine vision de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on invente par-dessus, les personnages, etc. Mais je ne crois pas que je pourrais écrire que des romans. Donc le roman, d'une certaine manière, il vous mange beaucoup plus, parce que vous vous trouvez dans des situations où ensuite vous avez l'impression que ces personnages existent vraiment. Alors que quand on écrit avec un jeu qui est le jeu du chroniqueur, c'est évident aussi pour le lecteur qui sait de qui parle et depuis où il parle. Alors que dans le roman, ça peut être beaucoup plus ambigu et on peut se cacher derrière le roman. Alors de temps en temps, il faut se montrer, puis c'est pour ça que je fais les chroniques. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aimerait poser une question? Non. Je parlais au début de plusieurs veines oui. dans votre œuvre. Pour vous, c'est une même continuité entre ces projets, entre ces écritures? Bon, alors ces divisions que vous avez faites, ces 4, ça m'intéresse toujours de savoir comment les gens ils classent ce que je suis en train d'écrire dans tous les sens, parce que des fois, c'est vrai que mes éditeurs, ils disent bon, ça va, hein, un roman par année, on ne va pas faire plus, etc. Mais comme j'ai raconté, j'ai commencé à écrire tard, et j'ai plein de choses à écrire, et c'est un vrai plaisir de les écrire. Alors après, j'essaie de les faire publier. Et donc, ça va, c'est vrai, il y a plusieurs thèmes, quoi. Mais moi, pour moi, c'est quand même une seule chose. Quand je parle du nucléaire, c'est mon interrogation par rapport à la technologie en général. Et je pourrais aussi, quand je vais voir le pont de Maillard, dire ce que je pense par rapport à la technologie, sans passer par l'histoire du nucléaire, quoi. Et donc, ça veut dire que ça se mélange assez aussi, la marche. Ça me sert à raconter, à reprendre des fictions qu'il y a eu. On n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais il y a un endroit, ça m'a beaucoup frappé, parce que j'étais très ému. Stefan Eicher a fait une chanson, qui est en fait une vieille chanson populaire suisse, qui était interdite à chanter par les mercenaires, et qui s'appelle Vreneli am Guckisberg. Et donc je passe par Guckisberg, et tout à coup je me dis, ah ben oui, c'est la chanson d'Eicher, c'est les mercenaires, c'est mon rapport aux Suisses allemands. Alors allons voir qu'est-ce que c'est cette chanson, puis je m'aperçois qu'en fait c'est une chanson dont personne n'a vraiment compris les paroles. L'histoire en gros, c'est un mercenaire qui voudrait... Enfin non, c'est pas encore un mercenaire, c'est un garçon du village qui voudrait épouser la fille du meunier. Et le meunier n'est pas d'accord, et donc il donne sa fille à quelqu'un d'autre, ou il la promet à quelqu'un d'autre. Le vrai amoureux et le fiancé potentiel se battent en duel, et le vrai amoureux croit avoir tué l'autre. Alors il part au service militaire, et quand il revient, il découvre qu'en fait l'autre il n'est pas du tout mort, mais que c'est son amoureuse qui est morte. Et à partir de là, il y a une chanson avec plein de choses qui viennent du Moyen-Âge et qui faisaient pleurer les soldats, qui fait pleurer Stefan Eicher. Et moi aussi, ça m'émeut, et je ne sais toujours pas, en fait, ce qui se passe dans cette chanson. Donc ça veut dire qu'il y a des couches qu'on a encore à découvrir, quoi, dans les romans des autres ou dans les histoires des autres. Même dans des mythes. Et même dans un mythe comme ça, voilà. Apparemment poussiéreux. Oui, voilà. Alors, autre mythe que vous aimez, le romantisme, cette image de la Suisse, hein, ça, je sens aussi que vous êtes plus peut-être cartésien, vous préférez plus Élisée Reclus qui parle de la neige et des roches, plutôt que... Au fond, la notion de sublime, vous n'êtes pas un marcheur tellement du sublime et des monts, non, de la haute montagne.
Non. Puis c'est toute une esthétique. D'abord, j'ai le vertige. Alors, c'est toute une non, mais idéologie aussi. le sublime tel qu'il est chez Goethe, comme ça, c'est-à-dire cette espèce d'admiration des paysages. Ah, comme c'est beau, ça peut me prendre, mais c'est pas mon sentiment principal. Et je crois surtout que c'est quelque chose qui est très daté. Et si vous regardez les textes du XVIIe siècle, les gens avaient peur des montagnes. Ils ne considéraient pas du tout que c'était un paysage sublime. Ils disaient c'est là en haut qu'il y a le diable. Il y avait plein d'histoires sur le Pilate, par exemple. Ils étaient persuadés qu'il y avait le diable qui allait descendre. Même les questions de géographie n'étaient pas claires, puisqu'on croyait que le Gothard était beaucoup plus haut que le Mont Blanc, jusqu'au XVIIe siècle. Et donc, on n'allait pas du tout avec ce sentiment que la nature et le paysage, enfin, par exemple, ce panorama alpin, c'était quelque chose qui allait nous élever le cœur en direction du bon Dieu. Ça, c'est Rousseau. Et c'est le côté que j'aime le moins chez Rousseau. Mais je pense qu'au fur et à mesure des siècles, on regarde les paysages autrement. Aussi parce que des fois, on les a tellement vus, on a tellement vu la silhouette du Cervin, que quand on la voit pour de bon, on dit « Ah ben tiens, je pensais qu'on la voyait autrement, parce qu'on n'est pas au bon endroit pour la voir comme on la voit d'habitude. Il faut être dans l'axe de Zermatt, parce que si vous êtes sur la vallée d'à côté, c'est un tournevis, le Cervin. » Alors, et des choses comme ça, où on s'aperçoit que, enfin, pour moi en tout cas, ce sentiment est en train d'évoluer sur des tas de choses. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la nature de la même manière qu'on les voyait avant. J'ai participé vendredi après-midi à Berne à la manifestation pour le climat, et il y avait un jeune qui portait un truc que j'ai trouvé fantastique. C'est écrit dessus moins de banquiers, plus de glaciers. Voilà. Et je me suis dit, mais ça, Rousseau, il n'aurait jamais compris, quoi. D'abord, il y a les glaciers ne fondaient pas, etc. Donc, le rapport à la nature change, quoi. Et le mien aussi, quoi. Le vôtre aussi. Ouais. Parce que quand est-ce que vous avez commencé à marcher ? Vous dites que vous avez commencé à écrire. On m'a forcé à marcher quand j'étais petit, puis qu'il fallait partir. On était 4 enfants, et mon père, le dimanche après-midi, disait « Bon, maintenant, on va marcher ». Pour moi, c'était l'horreur, quoi. Et je me suis toujours demandé comment j'avais fait la même chose avec mon fils ensuite, en lui disant « Dis donc, on va aller marcher ». Et j'ai peur que lui, qui était non plus pas un grand marcheur, il dira à ses enfants « Dis donc, on va aller marcher ». Je sais pas, ça nous vient comme ça. En Suisse, d'abord on marche en Suisse, et puis on marche vers les hauteurs. Et comme j'habitais à Saint-Imier, qui est un truc, qui est vraiment une vallée encaissée, le dimanche, ma mère disait, on va aller voir les Alpes, on va marcher. Dis donc, il fallait monter au Chastral, c'est quand même 3 heures de marche en général. Et j'ai pas du tout aimé ça. Puis je sais pas pourquoi, maintenant, j'aime beaucoup monter au Chastral. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait peut-être revenir sur cette Suisse, cette Suisse modeste, pauvre, qui réapparaît dans votre livre. Je pense au pauvre homme du Toggenburg, qui est un texte incroyable du XVIIIe siècle, d'Uli Brecker, dont vous racontez, vous retraversez l'histoire. Est-ce qu'on pourrait peut-être terminer sur cette figure-là, d'un analphabète qui est paysan et qui va écrire un texte témoignage aussi? Alors, donc, le vieil homme du le pauvre homme du Toggenburg, c'est un roman qui a été redécouvert, qui est écrit en allemand, et c'est effectivement l'histoire d'un paysan qui était analphabète et qui a appris à écrire sur le tard et qui raconte sa vie. Mais en fait, la vie qu'il raconte, c'est celle d'un pauvre paysan qui doit émigrer, qui est ensuite acheté par un noble qui l'envoie au service des mercenaires, dans une armée en allemande, et dès qu'il y a la première bataille, il s'enfuit. Et il y avait beaucoup de désertions, hein. Il y avait beaucoup de gens qui étaient envoyés à l'étranger. Et moi, cette histoire des mercenaires, sur laquelle je pense écrire une fois un roman, elle me reste en travers de la gorge parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve que dans l'histoire suisse, on ne considère pas assez. Il y a un musée près de Paris qui s'appelle le musée, c'est l'ancienne caserne des régiments suisses, et il y a là une explication que j'ai lue qui dit qu'il y a eu 1 million
de Suisses qui sont allés travailler pour les rois de France, enfin qui sont été au service des rois de France dans les armées, et il y en a 600 000 qui ne sont pas rentrés. Ça veut dire qu'ils sont ou morts sur les champs de bataille, ou qui ont été estropiés, ou qui n'étaient plus en mesure de rentrer. Beaucoup probablement se sont aussi enfuis, je ne sais pas. Donc c'est des chiffres incroyables. Et alors, quand vous voulez savoir comment ils s'appelaient, il n'y a pas de registre. Mais vous pouvez savoir, alors les propriétaires de mercenaires, eux, vous pouvez savoir leur vie du début à la fin. Ils ont tous des rues en Suisse, partout. Même le lion de Lucerne, que j'étais voir dernièrement, il y a la liste de tous les officiers dessus qui ont été tués le 10 août aux Tuileries. Il n'y a aucun nom des 300 autres ou des 700 autres, suivant les interprétations, qui sont morts là. C'est une chose qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait un monument aux morts, ou bien on met tous les noms de ceux qu'on sait qui sont morts, comme on fait en France, la guerre de 14-18, mais on ne va pas mettre que les noms des chefs qui sont morts. Et en Suisse, on en est toujours encore là, que l'histoire officielle raconte l'histoire des Grafenried, des de Muralt, des châteaux vieux, enfin de tous ceux qui possédaient des choses qui d'ailleurs ont souvent resté chez eux. Meuron, il restait chez lui et il envoyait ses soldats se faire massacrer en Inde. Et on ne sait pas qui c'était, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils avaient comme histoire. Et Toggenburg, c'est un des seuls textes d'un type qui raconte comment c'était en tant que mercenaire, quand on était de la piétaille, quoi. Le reste, c'est au romancier de l'inventer, je crois. Donc il y a du travail à faire par rapport à notre propre passé, quoi, pour comprendre un peu. Toujours. Demander aussi peut-être aux historiens de s'intéresser à ce genre de choses et pas seulement toujours aux grandes figures, mais de tous les autres. C'est ce que j'avais essayé de faire avec les petites anarchistes, parce que là aussi, je trouvais qu'on parlait beaucoup des patrons horlogers, mais on parlait beaucoup moins de ceux qui avaient été exploités, quoi. Ou qui sont partis, qui ont quitté la Suisse, qui ont fait des migrations. Ben, le titre « La Suisse de travers », il est là peut-être, justement. Alors, on change l'angle. Oui, ça veut dire qu'il faut prendre la Suisse en oblique pour bien la voir, quoi. Ou pour bien l'aimer aussi. Pour la voir à nouveau derrière certains symboles ou panoramas un peu figés et poussiéreux. Ah, oui. Oui, j'ai une petite question plus politique peut-être aussi. Tu as donné ta définition du patriotisme tout à l'heure. J'ai lu une interview de Mikhail Shishkin il n'y a pas longtemps, qui est un écrivain suisse et russe, et qui travaille beaucoup sur les relations entre les deux pays, qui disait que pour lui, le patriotisme se mesure à la honte qu'on peut éprouver pour son pays, en fait. Et en t'écoutant, peut-être que je me trompe, mais je me dis que les écrivains d'aujourd'hui, les écrivains contemporains en Suisse romande s'intéressent beaucoup moins que toi, par exemple, ou que Dürrenmatt ou Frisch, à l'histoire du XXe siècle suisse, quoi. Est-ce que... Je sais pas. Non, c'est vrai. En Suisse allemande, là, hier j'étais à l'Ouest, j'ai fait une lecture en allemand d'une partie de ces textes, et les questions disaient « Oui, mais alors, vous êtes le seul en Suisse romande qui s'intéresse à l'histoire suisse ?» Non, il y a c'est pas vrai, il y a quand même des gens qui s'intéressent, mais peut-être que c'est encore souvent hagiographique, quoi. C'est encore souvent... il y a un nom de rue, je sais pas, à Fribourg, ça s'appelle Dafri, qui était le chef des Suisses à l'étranger, enfin le chef des chefs, quoi. C'est des personnages épouvantables, hein, quand vous allez regarder vraiment, si vous lisez l'histoire de l'autre côté. Alors, pourquoi ça existe moins? Peut-être parce que moi, je suis un vieux, quoi. Je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale, et quand on est né, je sais pas, dans les années 80, c'est pas un sujet qui nous passionne de la même manière, parce qu'on n'a non plus pas vécu la guerre froide. La guerre froide a quand même été un moment où les écrivains en Suisse ont été, je sais pas, persécutés, mais ils ont été mis au banc, ils ont été catalogués comme ennemis du pays, quoi. Frisch et Dürrenmatt, c'est un exemple. Il y a eu Meyerberg qui s'est suicidé. Il y a eu plusieurs autres qui ont eu de la peine avec cette histoire, donc qui ont voulu raconter qu'est-ce que c'était pour eux la Suisse. Et Shishkin, c'est fantastique ce qu'il écrit, parce que je trouve que justement, lui, venant de l'étranger,
s'acclimatant à la Suisse et se mettant à fouiller un peu qu'est-ce que c'était Nabokov, pourquoi il passait par là, etc. Il a un regard dont on a besoin. Et moi, je pense que les écrivains qui viennent s'établir en Suisse et qui le regardent depuis l'extérieur, ils ont des fois plus à nous raconter sur la Suisse que nous en avons nous-mêmes. Et c'est un peu ce que j'éprouve quand je suis en France et que je regarde la Suisse depuis la France, je la regarde autrement. Et des fois aussi, les écrivains me disent que ce que j'ai écrit sur la France, j'ai écrit des nouvelles sur mon village et comme ça leur plaît beaucoup parce qu'eux-mêmes, ils ne voient plus ça. Ils voient plus, quand on est trop la tête sur le sujet, on voit moins. Mais c'est vrai, Chichkine, bravo, hein. C'est vraiment quelqu'un que je recommande de lire. Oui, il y a encore une main ici. Bonjour. Ce qui frappe, c'est le concept, disons, du point de vue philosophique, entre identité et différence. C'est-à-dire que le concept qui donne la réponse à ce genre de questions, c'est un peu la fluidité. De quelque manière, la mondialité, le paysage, que ça appartient pas seulement à une personne, à une communauté, mais c'est une chose qu'il faut partager. Et dans quelque sens, il me semble d'apprendre que la Suisse, c'est un peu composé en richesse et avoir une identité pour des rencontres. Et ça, je pense que je demande s'il y a un bon sens profond qu'on peut trouver dans ces quêtes. Dans la quête de l'autre, mais dans la quête aussi de soi-même, en même temps. Mais je pense que vous avez tout dit, hein. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que la Suisse, c'est un endroit où il y a des rencontres, qu'il faut les favoriser le plus possible, que c'est l'endroit où c'est possible d'échanger en dehors comment dire, de la dictature d'une langue, par exemple, parce que pour moi, c'est très important ce multilinguisme, le fait qu'on ne confond pas la chose et le mot pour le dire, c'est-à-dire le signifiant et le signifié, que quand je dis, je sais pas, maison, je ne vais pas faire une grande psychanalyse du mot quand je sais qu'en allemand, on le dit d'une autre manière. Et ça, pour moi, c'est important, ce relativisme par rapport à la langue. Nous, j'ai jamais entendu, à part chez quelques attardés, si j'ose dire, dans celui dont on parlait tout à l'heure, l'idée qu'on aurait choisi la plus belle langue du monde en écrivant en français, quoi. Ou l'italien, ou ceux qui écrivent en allemand. Donc, pour moi, c'est important, et ça fait de la Suisse un endroit dans lequel il y a des discussions possibles, et peut-être même une certaine tâche nécessaire, vu notre niveau de financier général en Suisse, qui nous permet de jouer ce qu'on appelait dans le temps les bons offices, c'est-à-dire la possibilité de faire dialoguer des gens qui n'ont plus envie de dialoguer entre eux d'habitude. Et ça, pour moi, c'est des valeurs que je continue à défendre. Alors, c'est les mêmes valeurs que défend peut-être la Croix-Rouge, mais j'ai pas du tout honte d'avoir les mêmes valeurs que la Croix-Rouge. En revanche, des fois, j'ai honte d'avoir les mêmes valeurs que certains, hyper patriotes, qui pour moi, ne répondent plus du tout aux sentiments que j'ai par rapport au pays, quoi. Ils l'ont tellement encapsulé que c'est plus chez moi, quoi. Sans être chauviniste, on peut dire. Oui, chauviniste. La Suisse, aux seules manières d'entendre la Suisse, c'est très d'actualité comme réponse, comme possible réponse à réfléchir à la mondialisation et droit, populisme, nationalisme, etc. C'est déjà une recette. On a eu un changement avec la mondialisation, disons. On a des répercussions. Était vécu par une certaine manière, mais il y avait déjà une recherche dans quelque sens. La Suisse, pour l'Europe, pour la mondialisation, pour le conférence des rencontres, c'est déjà, il indique déjà peut-être des solutions. Vous avez raison, mais je vais juste dire que moi, je ne suis pas un politique
quoique des fois je me fais accuser de ça, mais je suis un artisan des mots. Et on peut pas, faut pas tout confondre non plus. Je suis pas en train de prendre position sur chaque je sais pas quoi, votation populaire, etc. Je signe très peu de pétitions. Je vais de temps en temps voir les jeunes manifester sur le climat, je trouve ça fantastique, mais je n'écris pas des textes sur l'état de la planète vu depuis Mars. J'écris comme un artisan qui taille ses mots et qui essaye d'être au plus près de la communication qu'on peut avoir avec le lecteur. Voilà. C'est difficile maintenant. Alors, je ne voudrais pas me faire pousser du côté de Jean de Sigler, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est-à-dire d'être le type qui a des idées sur la Suisse et qui nous explique la Bahnhofstrasse. On va s'arrêter sur cette parole. Il y avait une question encore. Je sais, mais il y a... Alors, ce sera la dernière, puisque... Écoutez, moi, je suis de la vieille école. Je continue d'écrire à la plume, en tout cas le premier jet, enfin au stylo, au feutre, et puis ensuite de recopier. Et c'est vrai, mais je constate effectivement que le traitement de texte, ça vous fait des propositions maintenant. Enfin, vous connaissez ça quand vous envoyez un SMS puis que vous voulez dire attaque et puis qu'il répond à tic ou je sais pas. Et donc, je pense que il va y avoir un moment où il y a un basculement vers une hyper-numérisation et que ce basculement va nous faire perdre des choses. En même temps, je ne suis pas en train de lutter là contre. Je constate simplement qu'à travers les habitudes qu'on a pour écrire, eh bien, on les garde aussi longtemps que possible. Moi, j'ai de vieilles habitudes, je continue à les utiliser, même si j'ai gagné ma vie en grande partie dans l'informatique. Et je pense que ces modifications, elles ont déjà amené beaucoup de modifications dans la lecture, elles ont amené beaucoup de modifications dans la production des livres, et elles vont aussi amener des modifications dans la manière d'écrire. Parce que déjà maintenant, je sais que les traitements de texte, ils vous proposent des choses. Quand on voit qu'un mot n'existe pas, par exemple, parce qu'il est souligné, puis qu'on est persuadé qu'il devrait exister, on parlait tout à l'heure du mot mollard. Voilà. Alors, essayez d'écrire mollard. En France, ça veut dire un crachat, et pour nous, c'est tout autre chose, quoi. C'est un grand mot, c'est une place, etc. Donc, le fait qu'il y a tout un savoir-faire derrière votre traitement de texte qui vous propose des choses, il faut s'en garder quand on décide d'écrire, quoi. On ne peut pas simplement suivre le mainstream de ce qui vous est proposé. Eh ben, il faut aller de travers. Il faut aller de travers, voilà, merci. Bon, merci, on peut vous applaudir. Daniel Deroulet. Merci. Merci pour votre générosité, de nous avoir lu aussi des extraits de ce livre que vous trouverez juste en haut à l'entrée, La Suisse de travers, édition Héroux-Limites. La suite, eh bien, on est invité à quitter la salle pour que Stéphane Bloch et Blaise Hoffmann puissent installer la performance qui va commencer à 18h et qui s'appelle Nature au pluriel, voix, musique et poésie. Merci beaucoup pour votre attention et très bonne suite de festival.